Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouveau webinaire organisé par l'ADEME et le média Cadre de Ville. Je me présente, je m'appelle Inès Edel Garcia, je suis journaliste au sein de la rédaction de Cadre de Ville et donc j'ai le plaisir ce matin d'être avec vous pour animer un nouveau webinaire consacré à l'intégration des mesures bas carbone dans les documents d'urbanisme. Un levier assez puissant, vous allez le voir, pour engager nos territoires vers moins d'émissions de gaz à effet de serre et puis vers plus d'adaptation au réchauffement climatique. Et sur ce sujet, l'ADEME a fait paraître l'année dernière, en 2024, une étude intitulée Le PLUI au service de la transition bas carbone, qui examine justement toute une série de mesures bas carbone présentes dans des documents d'urbanisme pour à la fois donner à voir l'étendue des mesures possibles et puis surtout pour évaluer l'efficacité réelle de ces différentes mesures. Et donc, c'est précisément pour vous partager ces résultats qu'on a décidé d'organiser ce webinaire ce matin. L'occasion aussi, voilà, de vous aider à vous outiller, à monter en compétence sur les enjeux de planification bas carbone et puis aussi de faire entendre le parcours, l'expérience de collectivités un peu pilotes qui se sont emparées de ces thématiques. Et donc, voilà, des collectivités auxquelles vous pourrez sans doute vous identifier, en tout cas, on l'espère. Euh, alors, peut-être juste vous dire un mot du programme qui va nous occuper ce matin. On va démarrer par la présentation de l'étude à proprement parler. Donc Emmanuel Thibier de l'ADEME présentera un peu le contexte et puis le cadrage général de cette étude. Et puis Marie Le Goff, qui l'a accompagnée sur cette étude, donc du bureau d'études Transition, détaillera plus en profondeur la méthodologie et puis surtout les grands enseignements tirés de ce livrable. Viendront ensuite deux retours d'expérience de territoires qui ont du coup participé à cette étude. Un premier retour d'expérience de la métropole européenne de Lille avec Alice Perrard, qui a décidé de mettre en place des mesures pour favoriser la mixité fonctionnelle et du coup réduire les déplacements les plus émetteurs pour voilà, être à l'échelle d'une ville des courtes distances. Et puis ensuite, on ira à Bordeaux, métropole, avec Céline Cardage-Dumaître, qui nous présentera des mesures pour favoriser la végétalisation et la pleine terre dans les projets urbains. Et puis, pour finir, on entendra Roxane Joly, qui travaille sur toutes ces questions au sein du réseau Planif Territoire qu'elle anime pour le compte des ministères de l'aménagement et de la transition écologique. Et puis, comme vous le voyez à l'écran, à la fin, on réservera un temps de questions-réponses puisque vous avez la possibilité d'adresser à nos intervenants et nos intervenantes des questions dans le chat de cette visioconférence. Et donc, voilà, on prendra le temps de transmettre ces questions à nos invités. Et puis, voilà, tout ça nous amènera à conclure autour de midi avec un dernier propos d'Emmanuel Thibier de l'ADEME. Donc voilà, sans plus tarder, je vais laisser donc la parole à Emmanuel qui va nous expliquer voilà, pourquoi l'ADEME s'est saisie de ce sujet et ce qui a motivé donc l'ADEME à lancer cette étude plus spécifiquement. Voilà, Emmanuel Thibier qui est coordinateur planification urbaine au pôle aménagement des villes et des territoires de l'ADEME. Emmanuel, je vous laisse du coup reprendre la main. Oui, merci Inès pour cette introduction. Donc, je vais effectivement prendre quelques minutes pour vous rappeler le contexte et le cadrage de cette étude qui sera présentée aujourd'hui. Donc, je pense que là, vous devez voir mon diaporama avec Oui. la, la page de garde. Voilà. Donc, face à l'urgence climatique, il est impératif d'accélérer les efforts pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Alors, la France
s'est doté d'une nouvelle feuille de route ambitieuse, hein, inscrite dans la 3e stratégie nationale bas carbone, qui est en cours d'élaboration après la phase de consultation. Donc voici la courbe du projet de SNBC 3, qui est décliné selon les 6 secteurs émetteurs de gaz à effet de serre: transport, agriculture, bâtiment, industrie, déchets et énergie. Donc là, on a les émissions de gaz à effet de serre de 1990 jusqu'à aujourd'hui, 2025, et puis on a une espèce de projection vers 2030, avec en pointillé la précédente stratégie SNBC2 et la SNBC3, là, qui est un peu plus ambitieuse que la SNBC2. Et vous voyez que donc il y a du travail encore à faire. La transition écologique, elle se joue surtout dans les territoires, car face aux défis climatiques et environnementaux, c'est bien les collectivités locales qui sont en première ligne, et il leur appartient de définir et de porter des politiques ambitieuses et adaptées aux spécificités des territoires. On va le voir ce matin. La planification urbaine, c'est ainsi un levier incontournable pour engager concrètement la transition vers des territoires moins émetteurs de gaz à effet de serre et adaptés au changement climatique, comme vous l'avez rappelé, Inès. Alors, afin de contribuer à la traduction de la transition écologique et des objectifs de neutralité carbone dans les documents d'urbanisme, l'ADEME, qui avait déjà engagé une étude en 2020-2022, une étude intitulée En chemin vers la planification bas carbone, là, qui est sur la diapo à droite, qui portait sur les SCOT et les PLUI, avec des recommandations, et dont une qui portait notamment sur le renforcement des capacités d'évaluation des documents d'urbanisme en matière de transition bas carbone. Effectivement, la réussite d'une planification bas carbone s'apprécie par l'analyse des différents projets d'aménagement sur le territoire, en s'assurant qu'ils contribuent bien à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ainsi, à la suite de cette étude, une nouvelle étude a été lancée, celle dont on parle aujourd'hui, qui est focalisée uniquement sur les PLU. Parce que les plans locaux d'urbanisme intercommunaux sont une échelle particulièrement pertinente pour traduire au niveau local des exigences opérationnelles sur la qualité de l'aménagement urbain, la performance des bâtiments ou la gestion de la mobilité durable. Alors justement, la feuille de route de décarbonation de l'aménagement, hein, publiée en 2023, hein, que vous voyez à droite sur la diapo, pris en application de l'article 301 de la loi climat et résilience, recommande, parmi ces leviers d'action, une évaluation systématique de l'impact bas carbone des documents SCOT et PLU, afin de contribuer à connaître, quantifier, spatialiser les émissions de gaz à effet de serre et de définir des trajectoires territoriales de décarbonation. Voilà, c'est pour ça que l'étude qu'on vous présente aujourd'hui est au centre, parce qu'elle est au service de la transition bas carbone et elle propose des enseignements et des recommandations pour avancer concrètement vers une planification urbaine bas carbone. Alors, elle s'appuie sur deux choses, une analyse quantitative poussée, mais aussi qualitative, de l'efficacité de 10 mesures de décarbonation déployées par des collectivités locales dans leur PLU ou les PLUI. Aujourd'hui, on va en voir que deux, mais on ne peut pas tous vous les présenter. Ces 10 mesures sont réparties dans 3 secteurs, dans 3 domaines, on va dire plutôt, hein, bleu, marron et vert: le bâtiment, les mobilités, l'aménagement. Donc, dans la première partie de ce document, on retrouve ces 10 études de cas. Pour chacune des mesures, on a une analyse quantitative à l'aide de la méthode Quantigès. Marie Le Goff vous le détaillera peut-être un peu plus. Et cette méthode qui permet de quantifier l'impact d'une action sur ces émissions de gaz à effet de serre. Ces quantifications, en fait, se fait entre deux scénarios. Un scénario normal, si je puis dire, et puis un scénario avec la mesure inscrite dans le PLU. Et c'est par différents de ces deux scénarios qu'on va donner un calcul en kilos d'équivalent de CO2 évité par la mesure dans le PLU. C'est ce qu'on appelle le gain CO2. Voilà, on a aussi réalisé une analyse plus qualitative, hein, qui s'est faite à dire d'experts et aussi à l'appréciation des collectivités territoriales, donc qui vont témoigner aujourd'hui.
Et enfin, dans la deuxième partie du document, on est un peu plus global et un peu plus général. On a tiré des enseignements et des recommandations, cette fois-ci répartis dans les deux secteurs, le secteur bâtiment et le secteur des transports, en écho à la SNBC 3 et au graphique que je vous ai présenté précédemment. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction de ce webinaire. Inès, Oui, j'en ai fini, moi, pour le contexte et le merci cadrage. beaucoup, Emmanuel, pour ces propos introductifs. Et donc, du coup, on va laisser la parole à Marie Le Goff du bureau d'études Transition pour nous présenter vraiment la méthodologie et puis les enseignements pour donc compléter votre propos, et Emmanuel. Marie Le Goff, donc, qui est chef de projet au sein du bureau Transition. Oui, merci beaucoup. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, parfaitement. Super, merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci déjà de m'avoir proposé d'intervenir pendant ce webinaire. Donc, je suis Marie Le Goff, je suis chef de projet chez Transition et on a accompagné l'ADEME pour la réalisation de cette étude en groupement avec le cabinet Sustainable Metrics. Donc, pour vous présenter et compléter ce qu'a pu dire Emmanuel concernant la méthode de l'étude, donc elle s'est déroulée en plusieurs phases. La première phase, c'était vraiment une phase de sélection et de recensement assez large d'environ 80 mesures qui, d'une façon ou d'une autre, visaient ou permettaient de réduire les émissions de gaz à effet de serre sur un territoire. Voilà, où là, vraiment, on est allé ratisser assez large sans trop se limiter. Ensuite, on a fait une première sélection de mesures qu'on a préanalysées dans l'optique de justement leur faire les analyser grâce à la méthode Quanti-GES notamment. Et donc, pour arriver finalement à 10 études de cas avec des mesures issues de règlements et d'OAP, donc des mesures écrites dans les PLUI. La méthode Quanti-GES ne permettait pas d'analyser les émissions de gaz à effet de serre permises grâce à des travaux sur le zonage, etc. Donc voilà, enfin, on a fait le choix de se concentrer sur des mesures écrites les plus précises possibles pour pouvoir voilà, avoir vraiment une idée des effets que ces mesures pourraient avoir. Et elles ont été sélectionnées notamment avec le comité de pilotage de l'étude pour réfléchir à ce qu'on voulait avoir dans cette étude, à la fois des mesures qu'on avait pu retrouver quelquefois dans le cadre de notre recensement, d'autres qui, au contraire, paraissaient un peu innovantes et sur lesquelles on voulait avoir plus d'informations. Voilà. Donc, une fois cette phase de recensement et de sélection faite, on est passé à une étape d'analyse, comme le disait Emmanuel, avec, et c'est tout l'intérêt de cette étude, à la fois une analyse quantitative avec la méthode Quanti-GES, donc qui a été réalisée par le cabinet Sustainable Metrics. C'était aussi une volonté de l'ADEME d'utiliser cette méthode pour cette étude et un volet plutôt qualitatif où là, on a échangé avec les collectivités qui avaient fait le choix d'inscrire les mesures qu'on avait sélectionnées dans leur PLU ou PLUI pour identifier avec eux un peu les bonnes pratiques qu'ils avaient pu mettre en œuvre, les conditions de réussite de cette mesure, comment se passait à la fois l'appropriation de la mesure par les porteurs de projets, mais aussi eux en interne au niveau de l'élaboration du document, puis du traitement des dossiers d'urbanisme, etc. Comment ça se passait, voilà, globalement, leur retour d'expérience, pour pouvoir ensuite en tirer, et c'était donc l'objet de la phase 3, un certain nombre d'enseignements, de recommandations spécifiques à chacune des mesures. Comme le disait Emmanuel également, dans le rapport, on a des fiches dédiées pour chacune des 10 mesures, mais aussi prendre un peu de recul sur les enseignements tirés de toutes ces mesures pour voir globalement comment on peut, de la façon la plus efficace et pertinente possible, intégrer des mesures qui permettent de réduire les émissions de gaz à effet de serre dans son PLU ou PLUI.
Voilà. Donc, pour passer rapidement sur les 10 mesures sélectionnées et analysées, donc elles peuvent se répartir entre 3 catégories: bâtiment, mobilité et aménagement. Voilà, et donc on a essayé d'avoir des contextes territoriaux le plus variés possible, même si on dépendait aussi, comme je le disais tout à l'heure, d'un certain nombre de critères qui faisaient qu'on avait besoin de mesures quand même assez précises pour pouvoir les analyser. Et donc voilà, par exemple, vous avez pour le bâtiment, je reviendrai ensuite sur les leviers un peu mobilisés, mais des mesures qui peuvent concerner les rénovations, les constructions neuves, plutôt focalisées sur la production de chauffage ou la consommation d'énergie. Et concernant la mobilité, là, pareil, différentes mesures concernant plutôt des normes de stationnement, que ce soit cyclable ou liées à la voiture individuelle, etc. Et voilà. Et un point important à retenir également, c'est que ces mesures, elles ont, vous pourrez le retrouver dans le rapport, elles ont des niveaux d'exigence variés et aussi comment dire? Certaines sont vraiment très précises, elles exigent des choses très précises, quand d'autres sont plutôt de l'ordre de la recommandation ou dans des OAP, etc. Elles s'intègrent dans quelque chose de plus large, une volonté de la collectivité d'informer aussi les porteurs de projets des options qui s'offrent à eux quand ils veulent mener à bien un projet, par exemple, de construction. Alors, je vais passer donc aux enseignements et ensuite je passerai aux recommandations. Donc là, comme je vous disais, on a divisé en 3 catégories les mesures, mais là, mon analyse va se concentrer avec la répartition bâtiment et aménagement, mais ça couvre bien toutes les 10 mesures. C'est juste que quand bien même c'est une mesure qui relève de l'aménagement, au final, c'est une mesure qui a surtout un effet sur les émissions de gaz à effet de serre liées au déplacement ou liées à l'utilisation des bâtiments. Donc voilà, je reviendrai là-dessus ensuite. Donc pour commencer sur les bâtiments, les leviers principaux de décarbonation qui ont été identifiés dans les mesures étudiées, c'était donc principalement l'énergie et les matériaux. Du côté de l'énergie, à la fois des réductions de consommation et aussi la décarbonation de l'énergie, c'est-à-dire quand on ne réduit pas le volume d'énergie utilisé, mais que ces émissions de gaz à effet de serre associées sont plus faibles. Et concernant les matériaux, la substitution de matériaux très carbonés par des matériaux peu ou moins carbonés comme des matériaux biosourcés. C'est le cas là notamment d'Est-Ensemble qui, dans son PLUI, exige l'utilisation de matériaux dans les constructions dans certaines conditions, pour certaines constructions. Et voilà. Pour vous donner quelques petits exemples là également, pour la décarbonation, à Strasbourg, on avait une interdiction des systèmes de chauffage individuels. Je reviendrai rapidement ensuite sur pourquoi ils sont arrivés à ce choix-là. Et voilà, par exemple, Est Ensemble également une obligation d'un certain niveau de performance lors de rénovations lourdes. Voilà. Donc, vous pouvez voir à l'écran également quelques enseignements qu'on a pu tirer de nos analyses. Globalement, ce qui ressort, c'est que c'est celles sur les bâtiments existants qui ont des gains de GES les plus importants. Ça s'explique notamment parce qu'aujourd'hui, avec la RE 2020, etc., les constructions neuves ont quand même une bonne performance énergétique. Donc voilà, on va dire le plus gros de la marche qui restait sur les bâtiments existants, et du coup c'est sur ça qu'on a des gains de GES les plus importants. Ils sont quand même, quand on prend mesure par mesure, les gains sont mesurés, ce qu'on a pu mesurer en analysant les différents scénarios, sont relativement modérés.
Ça ne veut pas dire que ces mesures n'ont aucun intérêt, bien entendu, mais ça veut dire qu'elles doivent être pensées dans un ensemble de mesures. Globalement, on n'a pas eu une mesure qui s'est avérée être une baguette magique suffisante permettant de faire des gains de GES très, très, très impressionnants. Et voilà, le dernier point, c'est un point important quand on a des calculs comme ça d'émissions de gaz à effet de serre, etc. On peut le retrouver sur d'autres méthodes comme le bilan carbone. C'est que ces gains de GES, ils peuvent varier fortement selon les hypothèses qu'on retient et selon les scénarios de mise en œuvre testés. Pour faire les calculs, Sustainable Metrics est notamment basé dans la mesure du possible, sur des données terrain remontées par les collectivités. Mais voilà, dans certains cas, c'est difficile d'avoir des données très, très à jour, ou alors on manque un petit peu de recul si la mesure a été appliquée relativement récemment et qu'on a peu de projets qui sont effectivement sortis en respectant ces conditions-là. Voilà. Concernant les recommandations, du coup, sur le sujet du bâtiment et en lien avec ce que je viens de vous expliquer, globalement, ce qu'il faut avoir en tête vraiment, c'est d'intégrer en priorité des mesures, etc., qui utilisent des leviers les plus efficaces et qui complètent ou affinent ou renforcent le cadre réglementaire. Mais donc, comme je le disais, comme sur la RE 2020, il y a déjà beaucoup de choses. Ça peut, par exemple, porter sur des bâtiments, principalement sur les bâtiments existants ou affiner certains points de la RE 2020 en fonction des volontés du territoire. Ensuite, apporter une approche vraiment globale de la performance énergie-carbone avec, comme je le disais, ce qui fonctionne le mieux, c'est d'avoir un bouquet de mesures complémentaires. Par exemple, à Strasbourg, leur obligation leur interdiction, pardon, d'avoir un système de chauffage individuel, elle a une cohérence avec un développement assez fort de leur part, de leur réseau de chaleur, etc. Voilà, elle est pensée en interaction avec un certain nombre d'autres mesures du plan local d'urbanisme. En priorité, vraiment réduire les consommations d'énergie. Ça, c'est un résultat qu'on rencontre très souvent quand on travaille sur des sujets de transition énergétique. C'est vraiment, dans la mesure du possible, d'abord réduire la consommation d'énergie et également décarboner ces sources-là. Mais voilà, ce qui marche vraiment le mieux, c'est de réduire le volume d'énergie consommée. D'autres points ensuite, là, les deux derniers, c'est sur le fait que dès la rédaction, c'est bien d'avoir en tête la façon dont cette mesure va pouvoir être vérifiée, comment on va pouvoir s'assurer de son application. Par exemple, à Grenoble, où ils ont mis en place une mesure concernant la production d'énergie renouvelable, il y a une fiche qui a été pensée pour que les porteurs de projets puissent la remplir et que les services instructeurs aussi puissent avoir toutes les informations compilées. Et voilà, enfin, compléter ces mesures par des dispositifs opérationnels, que ce soit des accompagnements techniques, voire financiers, ou alors, voilà, en tout cas, d'autres actions de la part des collectivités, par exemple, pour Reste Ensemble. Ils sont très actifs sur les développements du service public de la rénovation énergétique et ça rend légitime aussi cette ambition de leur part d'avoir des rénovations assez ambitieuses. Concernant la mobilité, les gains GES observés concernent surtout le report vers des modes de transport décarbonés et la réduction des distances parcourues. On pourra aussi parler de ce sujet avec la métropole de Lille. Concernant les gains de GES, donc, ils sont eux aussi assez modérés quand on les prend individuellement parce qu'ils sont vraiment très dépendant du changement réel de comportement. Et quand on prend un scénario relativement réaliste, on ne peut pas dire que parce qu'on a installé des garages à vélo aussi pratiques et répondant à un besoin soit-il, que les personnes qui habitent dans ces logements n'utiliseront plus du tout la voiture individuelle. Donc voilà, il faut vraiment les compléter là aussi par des actions qui permettent effectivement les changements de comportement.
Donc, c'est ce que j'ai remis là aussi avec du coup les recommandations sur ce sujet de la mobilité et puis des recommandations plus transversales. Concernant donc la mobilité, vraiment, comme je le disais, il faut contribuer au changement de pratique et de déplacement enfin, ça peut passer par à la fois des politiques publiques concernant la mobilité douce, des le développement des transports en commun, etc. Et puis avoir à la fois des mesures qui encouragent, qui contraignent, voilà, ça doit être pensé comme un ensemble le plus cohérent et voilà, où les actions se nourrissent les unes les autres. Et articuler les mesures de décarbonation avec une réflexion plus globale sur l'amélioration du cadre de vie. Ça, on en a beaucoup parlé, notamment avec la métropole de Grenoble, qui a une mesure assez ambitieuse sur la densification qui permet du coup de limiter les déplacements liés à certaines activités du quotidien, etc. Ça, pour que ce soit acceptable et que ça fonctionne, que les gens aient envie de venir habiter dans ces quartiers, on nous a vraiment dit que c'était très important d'associer ça à des mesures, garder quand même des espaces publics agréables aux abords de ces quartiers, etc. Et puis ensuite, développer justement les transports en commun, etc. Anticiper dans la mesure du possible aussi l'effet que l'augmentation de logements et donc de personnes qui habitent dans un quartier pourront avoir. Voilà. Et donc, en termes de recommandations transversales, ça revient ça reprend plusieurs éléments que je vous ai partagés, mais l'idée, c'est d'avoir en tête vraiment, dans la mesure du possible, une approche globale de décarbonation et agir en tant que collectivité pour encourager le respect des règles, c'est-à-dire vraiment en animant son territoire, en faisant sa part aussi côté collectivité pour que pour que la transition bas carbone se déroule au mieux. Et pour terminer très rapidement, j'ai rajouté là quelques paramètres de contexte à avoir en tête, parce que bien sûr, même si on a essayé d'avoir des enseignements tirés même pour des territoires différents de ceux qui portaient les documents d'urbanisme, dont les mesures qu'on a analysées étaient issues. C'est bien sûr important de s'adapter à son contexte territorial quand on veut s'inspirer peut-être de certaines des 10 mesures là pour en intégrer une dans son PLU ou PLUI. Et donc là, j'ai remis quelques éléments de contexte particulièrement importants. Donc le contexte bâtimentaire, bien sûr, on voit que un niveau très ambitieux de rénovation, par exemple BBC, si on met cette contrainte vraiment pour beaucoup de bâtiments, ça peut être compliqué. Et puis aussi, si finalement il y a peu de, comment dire, il y a peu de rénovations très lourdes qui passent par des documents d'urbanisme, bah finalement on a peu de prise là-dessus. Le contexte énergétique local, ça, comme je vous le disais, par exemple Strasbourg, ça a du sens d'interdire euh, les, le chauffage individuel dans certains quartiers parce qu'on sait que le réseau de chaleur va se développer, mais c'est pas toujours le cas. Les ressources renouvelables, dans certains cas, ça peut être plus pertinent d'encourager le développement de certaines sources d'énergie renouvelable que d'autres, que ce soit du coup le solaire ou le bois, par exemple. Voilà. Et enfin, la maturité et les capacités techniques des porteurs de projets de s'approprier ces mesures. Voilà, dans un contexte où on a par exemple du mal à faire émerger un certain type de projet, c'est peut-être pas sur ce volet-là, enfin c'est peut-être pas sur ce type de projet qu'on va concentrer les mesures les plus exigeantes, on va dire, et c'est peut-être grâce à d'autres leviers plus d'accompagnement, etc., qu'on arrivera à ces fins. Et voilà, concernant la mobilité, pareil, bien sûr, s'adapter à la géographie du territoire, avoir une bonne connaissance du volume et de la nature des déplacements. Et voilà, ensuite, comme je le disais, s'assurer de la cohérence avec la qualité des infrastructures, etc. Et puis les usagers et leur capacité ou non à changer de pratique. Et voilà. Et le dernier point avant de terminer, c'est que
vraiment aussi, ce qui est ressorti dans cette étude, c'est que la plupart des mesures avaient beaucoup de co-bénéfices finalement, au-delà de l'aspect carbone, que ce soit concernant l'artificialisation des sols, la présence de nature et biodiversité en ville, l'adaptation au changement climatique, etc. Donc voilà, enfin, le message à retenir aussi, c'est que faut prendre ça au global du sujet carbone, mais aussi d'autres enjeux de transition écologique. Voilà. Merci beaucoup, Marie Le Goff. Les co-bénéfices, on y reviendra un peu plus tard avec Bordeaux Métropole. Mm. Je rappelle aux participants et aux participantes que vous avez la possibilité de réagir sur le chat. Donc, n'hésitez pas à poser des questions, à réagir aux propos introductifs d'Emmanuel Thibier ou de la présentation à la représentation de Marie Le Goff. On y répondra donc en fin de webinaire. Et puis tout de suite, du coup, je vous propose d'étudier un cas concret qui a été analysé par l'étude qui vient d'être présentée. Le cas donc de la métropole européenne de Lille. Je vais vous partager mon écran puisque c'est moi qui vais faire défiler les slides cette fois-ci. Voilà, et donc c'est Alice Perrard, responsable d'unité fonctionnelle planification urbaine à la métropole européenne de Lille, qui va nous expliquer ce qui a été mis en place et ce qui a du coup été étudié par l'étude de l'ADEME. Alice, je vous Oui, laisse la parole. vous m'entendez, ça va? Oui, on vous entend. Merveilleux. Bonjour à tous. Donc oui, en effet, là, moi, je vais revenir sur la mesure retenue et plus globalement sur les actions du PLU de la métropole européenne de Lille, donc qui a qui a des ambitions assez fortes en matière de réduction des émissions de carbone et d'avoir un projet de territoire vertueux en matière de transition écologique et environnementale. Donc peut-être avant d'arriver sur la mesure de l'ADEME, on peut avancer le support. Ouais, encore. Juste pour voilà, donner un peu le contexte, le PLU de la métropole, quelle est sa carte d'identité et de où on part. Donc on est sur un document, on est sur une planification intercommunale qui est assez ancienne, puisqu'on a des documents intercommunaux sur la métropole depuis les années 70, donc une culture de travail intercommunal assez enfin, assez ancienne pour maintenant. On a à l'échelle de 95 communes et on est sur un PLU qui a pas mal évolué ces derniers temps. Le dernier PLU, on sort là d'une révision avec un PLU approuvé en juin 2024, qu'on appelle PLU 3, puisque c'est notre troisième révision de PLU depuis l'arrivée des PLU au début des années 2000. Et ces PLU de la métropole, au fur et à mesure de leurs évolutions, ils se sont nourris des ambitions climat-énergie. Et grâce aux modifications, aux révisions successives, cette ambition, elle a pu se renforcer grâce aux outils offerts par le Code de l'urbanisme et grâce aussi à l'avancement de la stratégie de la métropole sur les sujets énergie-climat. Parce que comme vous le voyez, quand on approuve notre PLU 2 en 2019, on se nourrit de la révision du PCAET qui est en cours et qui est approuvée juste après. Et on continue de se nourrir avec une modification juste après qui permet d'introduire, j'y reviendrai après, une OAP thématique climat, air, énergie, risque et santé pour vraiment accentuer cette ambition jusqu'à aujourd'hui, notre dernier PLU approuvé en 2024 qui a encore été plus loin avec des nouveaux outils. Donc c'est vraiment pour se redire qu'on est sur quelque chose de progressif au fur et à mesure des évolutions. Et cette notion, cette ambition climat-énergie, on peut passer à la diapo d'après, elle se retrouve de manière transversale dans l'ensemble du projet. Ici, voilà, on vous a remis, je vous ai remis les axes du PADD, donc du projet d'aménagement et de développement durable du PLU. Donc vous voyez ce schéma, le PADD, il est sur quatre pieds, sur 4 volets. Et dans l'ensemble de ces volets, on va retrouver des éléments qui sont en faveur de la transition environnementale et écologique. Je donne juste quelques exemples, vous en avez sur la droite, hein, mais quand on parle de métropole facilitatrice pour bien vivre au quotidien, et bien derrière, on a des choses qui vont faire écho à ce qui a été présenté dans l'étude de l'ADEME juste avant. On a des actions pour développer les transports en commun, pour développer la nature en ville sur le territoire. On va avoir dans l'axe stratégie innovante et exemplaire sur le plan environnemental des actions pour développer les énergies renouvelables,
les bâtiments bas carbone, moins consommateurs d'énergie. Et on va aussi avoir, par exemple, dans l'axe aménagement du territoire performant et solidaire, toute la question de la sobriété foncière, le fait de favoriser le renouvellement urbain et du coup d'être le plus économe possible et de préserver les terres agricoles et naturelles. Donc, et cette ambition donc, qui se retrouve de manière globale, oui, on peut passer à celle d'après, elle se retrouve de manière particulière dans une OAP qui, du coup, est le document qui a une orientation de l'OAP a retenu l'attention de l'ADEME dans le guide, puisqu'en 2021, dans une modification, on a introduit cette OAP thématique, donc climat, air, énergie, risque et santé, qui s'était nourrie du PCAET et dont l'objectif était vraiment d'accompagner les projets d'aménagement pour une meilleure prise en compte de tous ces enjeux et vraiment pour maîtriser et réduire l'impact des projets sur l'environnement, sur le climat, et pour donc atténuer l'impact et aussi que les projets puissent s'adapter. Donc c'est une OAP, alors j'ai mis là le visuel de la couverture, mais aussi de l'intérieur. C'est vraiment une OAP qui a été pensée comme un guide et qui a été mise en page dans cet esprit-là pour accompagner les porteurs de projets à mieux prendre en compte les prescriptions et orientations. Donc c'est vraiment pensé comme un outil de dialogue, un peu comme j'ai envie de dire comme une liste, un check pour se dire bah, ce sujet-là, j'y ai bien pensé, j'ai cette recommandation-là à laquelle qu'il faut que j'intègre dans mon projet pour tendre vers un projet plus vertueux. Donc on est sur une OAP thématique, donc on est sur un rapport de compatibilité. Juste pour repréciser, hein, pour ceux qui n'ont pas en tête, dans le PLU, on va avoir des éléments comme le règlement, qui lui a un rapport de conformité avec les projets, donc les projets doivent s'y tenir à la lettre. Ici, on est sur une OAP, donc un rapport de compatibilité qui laisse une petite marge d'appréciation et qui est vraiment là voilà, pour motiver, aller chercher les opérateurs et les partenaires du territoire pour avancer ensemble vers des projets de qualité. Et donc, on en vient maintenant à la mesure de cette OAP qui a été retenue dans le guide de l'ADEME. Donc, c'est le sujet de la mixité fonctionnelle et de la ville des courtes distances, ce qu'on voit sur la diapo juste après. Inès, merci. Puisque la mesure sélectionnée, donc vous l'avez ici donc sur l'encart de gauche, c'est une recommandation de l'OAP climat, air, énergie, risque et santé qui met en exergue le besoin d'avoir dans un cercle à 10 minutes à pied, donc voilà, 500 mètres de rayon, des équipements qui permettent du coup, donc une école, vous voyez, si on donne des exemples, hein, école, offre de garde, équipement public, des commerces-services, dans l'idée de se dire, bah, quand on rapproche les habitants des équipements et services, on les incite à utiliser la marche à pied, voire le vélo, et on essaye de les orienter vers un report modal et vers un abandon du réflexe voiture. Donc c'est vraiment, on est sur une orientation. L'idée, c'est vraiment de pouvoir se dire, quand on commence à réfléchir à un projet d'habitat, est-ce qu'autour de ce projet, j'ai les équipements, commerces nécessaires? Est-ce qu'il faut que j'en développe du coup dans mon projet pour pouvoir répondre à ce besoin et aller chercher cette réduction des déplacements motorisés? Donc, on est vraiment, comme je le disais, l'objectif, l'expression qu'on utilise, c'est vraiment cette notion de ville des courtes distances. Et dans l'étude, du coup, et la quantification faite dans l'étude de l'ADEME, cette réduction de la mobilité, elle a été estimée donc, avec un gain carbone, une réduction des émissions carbone, un gain immédiat estimé à 60 kg de CO2 par habitant et par an. Donc on est vraiment voilà, sur une démarche de réduction des flux automobiles et de permettre aux gens de trouver dans un cercle de proximité les équipements nécessaires. Alors, on a voulu élargir là, dans cette présentation aujourd'hui pour dire, voilà, il y a cette mesure dans l'OAPKR qui montre l'intention de mixité fonctionnelle et elle est complémentaire avec beaucoup d'autres mesures du PLU qui vont aussi chercher la mixité fonctionnelle et c'est ça que je vais vous développer maintenant. Alors déjà, pour se dire, nous, la question de la mixité fonctionnelle, c'est vraiment un principe amont qu'on a utilisé tout au long des révisions des PLU, à chaque fois pour se dire, est-ce que en particulier les zones qu'on ouvre à l'urbanisation, elles sont dans ce contexte et elles ont des équipements services à proximité. Donc c'est vraiment un critère de localisation préférentielle qui est inscrit dans le marbre, dans le PLD, dans le projet d'aménagement et de développement durable. Et donc ce principe, il a été utilisé au fil de l'eau, de manière itérative, dans les échanges avec les élus, pour se dire, cette zone-là là, que vous évoquez, elle est loin des services, elle est loin des commerces, et voilà, on vous propose de privilégier un autre site.
Donc clairement, ça nous a servi dans les débats, dans les échanges avec les élus, et il y a des zones qui ont été abandonnées, n'ont pas été ouvertes à l'urbanisation grâce à ce principe. Alors, ce principe, bien entendu, qui est complémentaire dans l'analyse qu'on a faite des analyses des enjeux environnementaux, quand même. Ensuite, au-delà de ce principe, donc pour se dire où est-ce qu'on prévoit des zones de développement, dans le PLU aussi, on a développé des règles là pour obliger à aller chercher de la mixité fonctionnelle dans les projets. Parce que comme je le disais tout à l'heure, si on n'a pas de... alors déjà, quand on est sur un projet de taille assez important, bah, il va falloir développer des équipements, commerce, services à l'intérieur du projet. Voilà, à développer. Alors, commerce, équipement, service, mais aussi, nous, ce qui a beaucoup motivé ces réflexions-là, c'était aussi la question de l'emploi. Ce qui a beaucoup motivé, parce que c'est vrai que quand on parle mixité fonctionnelle, on pense souvent en premier équipement, commerce, service. Nous, ce qu'on s'est dit aussi, c'est qu'il fallait permettre aux gens de pouvoir trouver du travail, et que dans les estimations, là, pour nous, le projet, c'est plus 40 000 emplois. Bah, il fallait aussi que ces emplois ne se situent pas tous sur les zones d'activité périphériques et qu'il fallait bien qu'on ramène de l'activité en ville. On a, et je pense que ça se retrouve sur beaucoup de territoires, vraiment un phénomène, on a de nombreuses friches industrielles sur la MEL, et du coup avec une éviction des activités économiques, puisque ces friches, elles ont du mal à retrouver des preneurs économiques. Et donc on a voulu mettre en place des règles pour se dire, il faut réguler les choses, et il faut qu'il y ait de l'activité économique qui reste. Donc pour ça, on a un principe dans l'OAP, dans une autre OAP thématique, l'OAP thématique aménagement, qui dit que dans tout projet d'habitat de plus de 3000 m² de surface de plancher, il faut de la mixité fonctionnelle, il faut aller chercher des activités. Et ça, ensuite, ça se retrouve concrètement dans les secteurs qui sont fléchés par des OAP projets urbains, dans lesquels on va retrouver, via le texte et via les schémas, ces intentions de mixité fonctionnelle qui, là, du coup, demain, quand un porteur de projet arrive avec un projet, il va se retrouver face à cette OAP, il va bien être obligé de tenir compte de cette obligation de mixité fonctionnelle. On a aussi essayé d'aller plus loin, ce qu'on voit sur la diapo d'après, là, dans la dernière révision. Alors, on met outils en test parce que clairement, c'est une nouveauté. On n'en a pas vu dans beaucoup de PLU et on attend de voir un peu ce que ça donne en termes de faisabilité et de réalité économique aussi. On attend le retour des porteurs de projets et des milieux professionnels. C'est que, donc là, je le disais, hein, juste avant, on était sur un rapport de compatibilité dans les OAP. Mais on a voulu créer un outil réglementaire qui s'appelle la servitude de mixité fonctionnelle, qui là, clairement, on est sur du règlement et donc de la conformité. Et donc là, on est sur des secteurs qui sont délimités sur le plan de zonage, comme ce que vous voyez à droite. Et dans ces secteurs-là, on définit un pourcentage clair de surface de plancher à aller chercher dans les projets. Concrètement, dans ces secteurs-là, on va dire sur ce périmètre-là, on devra trouver 15% d'activités productives, d'artisanat productif dans les futurs projets. Donc ça, on est sur un stade au-dessus, hein, je le redis, au-dessus, on était au stade de la compatibilité, plutôt en mode orientation. Là, on passe vraiment sur une règle où on ne pourra pas déroger. Et donc, voilà, cet outil-là, on l'a mis en test. Il est mobilisable donc, sur des secteurs géographiques précis. On va voir avec le recul comment il s'applique. Mais ici encore, on était vraiment dans le souhait de garder les emplois en ville et garder cette ville des courtes distances. Et enfin, les derniers points sur lesquels je souhaitais insister sur ce qu'on a fait dans le PLU, alors qui peut paraître banal et totalement, enfin voilà, évident, mais qui est nécessaire de se rappeler quand même. C'est pour avoir de la mixité fonctionnelle, il faut être sûr qu'on ne l'interdit pas par d'autres règles et par d'autres biais. Alors, sur des choses sur lesquelles on ne fait pas forcément attention. Et nous, on y a été confrontés avec des retours de partenaires, de porteurs de projets économiques, qu'on avait des éléments dans le règlement du PLU qui ne permettaient pas concrètement de faire la mixité fonctionnelle, même si l'intention y était. Alors, un élément tout bête, c'est déjà dans les caractères de zone, hein, puisque vous savez, dans le règlement écrit, quand on a un zonage urbain, on a au début un descriptif de cette zone. Ça, clairement, on a fait attention que les caractères de zone de nos zones urbaines mixtes, principalement dédiées à l'habitat, soient clairs sur le fait qu'on autorisait la mixité fonctionnelle. Vous voyez, là, dès le début, on dit « ces zones se caractérisent par une mixité fonctionnelle ». Et ça, clairement, c'est le fruit de retours d'expérience. Sur les premiers PLU, on ne l'écrivait pas comme ça. Et on a eu des retours d'instructions de permis qui avaient été refusées
alors même qu'on allait dans l'intention et dans le souhait du PLU, parce que le règlement était bloquant. Donc un point d'attention, voilà, retour d'expérience qu'on partage sur le fait de faire attention à ça. L'autre chose sur laquelle on s'est penché pour se dire, attention de ne pas freiner la mixité fonctionnelle, c'est ce qu'on voit sur la diapo juste après, c'est la question des règles de hauteur. Pareil, là, c'est fruit de retour d'expérience. Alors, dans le PLU de la MEL, on a un plan des hauteurs, c'est-à-dire que les hauteurs maximales sont pas écrites dans le règlement écrit. C'est un plan des hauteurs sectorisé. Et là, on a fait attention à ce que nos hauteurs maximales permettent d'avoir un RDC de 4 mètres pour permettre l'accueil d'activités. Ça, c'est pareil, c'est fruit d'échanges avec des porteurs de projets où on avait pu avoir dans des précédents plus, par exemple, une hauteur plafonnée à 9 mètres, ce qui nous fait 3 étages de 3 mètres et qui pouvait être bloquant pour la capabilisation du rez-de-chaussée. Et le dernier point sur lequel on voulait insister, qui est aussi une nouveauté là, de la révision, pour inciter à la mixité fonctionnelle et ne pas l'interdire. Donc dans le PLU, on a mis en place là, dans la dernière révision un coefficient de densité minimale pour aller chercher de la densité dans les projets. Donc là, on est vraiment encore sur quelque chose du règlement, une règle qui s'applique à 500 mètres des transports en commun les plus performants. Et on a fait le choix, on avait un peu vu ce qui pouvait se faire dans d'autres documents d'urbanisme. On n'a pas formulé ça en logement à l'hectare, on a formé ça en surface de plancher minimum pour se dire, c'est pas parce qu'un projet va comprendre de la mixité fonctionnelle, donc de l'activité, du service, qui doit être pénalisé sur l'atteinte de la densité. Et vraiment pour se dire, c'est l'ensemble des différentes fonctions de la ville qu'on veut voir naître grâce à notre règle de densité. Donc voilà pour les éléments et vraiment pour remettre en avant ce sujet de mixité fonctionnelle, on l'a vraiment pensé de manière globale en disant c'est à la fois en amont sur les localisations des secteurs de projet. Ensuite, quand on a les secteurs avec des règles pour se dire à l'intérieur des projets, on impose la mixité. Et enfin, le dernier point qui est ayons une attention globale sur nos règles et à ce qu'on n'a pas des blocages pour permettre à cette mixité de s'installer. Merci beaucoup, Alice. Alors, Alice, on ne vous a pas vu à l'écran, mais l'important était de vous entendre puisqu'on a rencontré quelques petits soucis techniques. Je vais de suite arrêter le partage de mon écran. Peut-être une réaction pour démarrer. La mixité fonctionnelle a beaucoup de vertus, hein, on le sait. Ah, ça y est, on vous voit, parfait. Mais effectivement, ça peut occasionner des débats parce qu'on sait que l'acceptabilité n'est pas toujours au rendez-vous, ça peut générer des nuisances. Comment vous avez réussi à faire de ces nouvelles règles, de ces nouvelles mesures, un consensus, aussi bien avec les porteurs de projets qu'avec les habitants, les riverains? Comment vous avez géré cette question épineuse? Comme vous l'avez dit, on a été au consensus et on a pu avancer, reculer, avancer, reculer pour essayer de trouver le juste niveau qui convienne à tout le monde. Je pense, dans les échanges là, sur la révision, il y avait clairement un consensus des communes, des partenaires, de la CCI, il faut aller chercher cette mixité fonctionnelle. Donc, déjà, ça, c'était vraiment un point de départ. Avant de rentrer dans les règles et dans les règles et dans les seuils, dans les critères, déjà, on s'est bien acté sur, on est d'accord, il faut aller la chercher. On a ce besoin d'aller chercher une ville des courtes distances, mais on a aussi ce besoin d'emploi et de répondre aux besoins du territoire. Donc déjà, on a bien acté ce socle stratégique avant de parler des règles. Et ensuite, c'est sûr que quand on est rentré dans les règles, ça a pu être compliqué parce que quand on parle aller chercher des activités, notamment les activités productives, tout de suite, on a la crainte des élus, des nuisances. Quand on va tout de suite, ils vont penser aux grosses industries et du coup aux nuisances que ça peut emporter. Et du coup, on avait de base proposé une règle pour toute la métropole dans le règlement, pour se dire partout on va chercher ces activités obligatoires. Et là, clairement, on a senti que le territoire, tout le monde n'était pas prêt. Et du coup, c'est pour ça qu'on en est revenu à des principes
dans une OAP thématique avec un rapport de compatibilité et plutôt avec des périmètres de servitude de mixité fonctionnelle qui allaient se localiser à certains endroits et qui n'allaient pas être générales à tout le territoire. Et c'est vrai que cette réticence, je le partage parce que c'est quelque chose qui nous avait aussi interpellés. On l'a eu de la part des communes, mais on l'a aussi eu de la part de la CCI, donc la Chambre de commerce et d'industrie, qui, dans les échanges, on a fait des ateliers, hein, bien entendu, avec les partenaires économiques et notamment avec la CCI, où on a eu des ateliers de travail avec CCI qui avait invité plusieurs industriels et activités économiques et représentants voilà, des différentes professions. Et même eux, en fait, étaient réticents à ce qu'on aille chercher trop de mixité fonctionnelle en parlant d'exemples. Et on était sur des petites activités productives, hein, d'un menuisier ou de ce genre de choses qui étaient sur des petites unités et qui, du coup, étaient face à avaient du mal à s'intégrer en fait dans le tissu urbain. Et donc voilà, on a eu aussi ce retour de attention de ne pas y aller trop vite, trop fort, d'avancer petit à petit là-dessus. Et est-ce que, alors je sais que la révision est quand même assez récente, mais est-ce que vous avez déjà des projets qui répondent du coup à ces nouvelles exigences, qui sont en instruction peut-être, dont vous pourriez nous parler? Alors oui, comme vous l'avez dit, donc on est sur quelque chose de récent. Alors dans les périmètres même de l'outil servitude de mixité fonctionnelle, lui est récent. Sur ces périmètres-là, on n'a pas encore de projet en cours. Par contre, de manière globale, sur la métropole, on a pas mal de projets. Et le sujet de la mixité fonctionnelle, de toute façon, a toujours été présent même dans les précédents plus. Et du coup, on a des projets là qui avancent là-dessus. Et grâce à la révision du PLU et à l'affirmation de ces principes, on arrive à aller chercher plus de mixité fonctionnelle. Je prends deux exemples. On a un exemple là, donc, sur une commune à Haubourdin, donc une commune d'environ 15 000 habitants, où on est sur un secteur de friche, donc environ 7 hectares, et où les premiers échanges, en fait, très vite, un porteur de projet pour de l'habitat s'est positionné. Et là, du coup, dans les échanges, nous, on a été se dire, 7 hectares que de l'habitat, ça pose quand même question. On est sur une fiche économique. Ça serait bien quand même de garder de l'emploi là pour permettre de nourrir le bassin d'emploi du secteur. Et grâce à ce socle stratégique, on a pu aller chercher avec la commune le fait voilà, d'aller négocier, d'aller revoir les choses et de se dire qu'il y avait un tiers du secteur qui était gardé pour de l'activité économique. Ce fait qu'à la fin, on arrive à ce projet où, oui, il y aura de l'habitat, mais il y aura aussi de la mixité fonctionnelle. Donc ça, c'est un projet qui vient juste d'être travaillé là, dans le cadre des dernières modifications qu'on fait et qui va... Alors, on est encore au stade des réflexions, hein, il n'y a pas encore d'autorisation d'urbanisme déposée, mais qui avance. Et un autre exemple sur une plus petite commune où un des objectifs aussi pour la mixité fonctionnelle, c'est d'aller la chercher je pense que ça sur tous les territoires, hein, les petits supermarchés qui se renouvellent, qui sont en restructuration permanente et qui, du coup, pour développer les nouveaux concepts, démolissent les magasins, reconstruisent les magasins. Et là, on s'est dit clairement, c'est l'occasion d'aller chercher aussi, pareil, de la mixité. Là, c'est plutôt, on part d'une situation économique pour aller mettre de l'habitat. Et là, on a un projet on a du coup une enseigne commerciale qui est très volontaire là sur le sujet. Et donc, on est sur une commune de 3500 habitants et donc c'est une enseigne qui va démolir son supermarché et va reconstruire avec du rez-de-chaussée commercial et des logements au-dessus. Et c'est quand même assez intéressant parce qu'on est sur une commune de 3500 habitants. Et on avoue que voilà, c'est quand même pour le coup quelque chose qu'on trouve assez exemplaire, qu'on commence à arriver à aller sur ces modèles-là, sur ces petites communes, avec des porteurs de projets économiques. Donc voilà, deux exemples sur deux types de projets différents. Mais en tout cas, c'est un axe stratégique qu'on essaye d'amener dans l'ensemble des projets qu'on accompagne. Merci beaucoup, Alice Perrard, en tout cas pour ce premier retour d'expérience. Encore une fois, voilà, si vous avez des questions, des réactions à ce qui vient d'être dit, n'hésitez pas à adresser vos questions à Alice sur le chat. Et d'ici là, je vous propose de passer au deuxième retour d'expérience, donc sur le territoire de Bordeaux Métropole, avec Céline Cardage du Maître, donc qui va nous présenter ce qui a été mis en œuvre de longue date. On va le voir sur les questions de pleine terre et puis plus récemment sur le coefficient de végétalisation.
Céline, du coup, je vous laisse la parole. Oui, bonjour à tous. Vous voyez bien le diaporama, hein? Oui, très bien. Bon, parfait. Donc, je vais d'abord commencer par quelques éléments de contexte. Donc, Bordeaux Métropole compte 28 communes et fait un peu plus de 55 000 hectares. Alors, comme ma collègue, on a une culture intercommunale. Il y avait un poste intercommunal avant que le PLUI soit élaboré en 2006 et il a été révisé en 2016. Donc en 2016, le PLU il a été construit vraiment avec les espaces naturels et agricoles comme socle. C'est ça qui a constitué l'armature. Et c'est pour ça qu'on a plus de la moitié du territoire qui est couvert par des zonages soit agricoles, soit naturels. Et sur l'ensemble du territoire, on a pu inscrire des outils pour préserver la présence de la nature déjà en place. Donc ça peut être des protections écologiques, mais aussi des protections paysagères, des espaces boisés classés ou alors des arbres isolés. Et lors de la dernière modification du PLU, donc qui date de 2024, de l'année dernière également, nous avons identifié près de 13 000 hectares de zones humides sur le plan de zonage. Donc, au niveau des zones urbaines et à urbaniser, pour faire un focus sur la nature en ville, on a effectivement des espaces en pleine terre qui sont imposés, et ça depuis l'élaboration du PLU en 2006. Donc, ces pourcentages, ils sont variables d'une zone à l'autre et ils sont définis au regard du contexte existant, donc du contexte, mais aussi des objectifs qui sont recherchés. Donc, ainsi, on peut avoir 20% d'espace en pleine terre minimum requis dans un tissu assez dense constitué de petites parcelles, ou bien 40% d'espace en pleine terre minimum requis quand on est dans des tissus plus lâches. Donc ce pourcentage, il a été bonifié au fil des procédures, que ce soit au niveau quantitatif ou qualitatif. Ainsi, par exemple, dans l'exemple sur lequel on a travaillé avec l'ADEME, la parcelle étudiée, eh bien, en 2006, au moment de l'élaboration du PLU, on était sur un pourcentage minimum de 15% d'espace en pleine terre, alors que ce pourcentage est passé à 35% lors de la révision du PLU en 2016. Donc, ces espaces en pleine terre, ils doivent être perméables, plantés, donc à raison d'un arbre de moyenne taille pour 40 mètres carrés, et en continuité avec les autres espaces libres existants, afin qu'il y ait quand même une qualité de ces espaces verts qui sont produits, hein. Et puis, depuis l'année dernière, nous avons... excusez-moi, j'ai perdu mon... Vous voyez? Oui, c'est bon. Voilà. Excusez-moi, j'avais perdu le... Et depuis l'année dernière, nous avons inscrit un coefficient de végétalisation. On en avait déjà un, mais seulement sur certains petits secteurs très localisés. Et là, on l'a généralisé à la majeure partie des zones urbaines. Donc, ce coefficient de végétalisation, il est en général de 5%. On n'a pas voulu commencer trop fort non plus, hein, pour voir ce que ça pouvait donner. Et il vient en plus des espaces en pleine terre qui sont requis réglementairement. Ça vient en plus parce que la non-artificialisation des sols, c'est bien sûr le moyen le plus efficace pour gérer les eaux pluviales, le stockage carbone ou aussi le rafraîchissement. Donc, un petit zoom sur ce coefficient de végétalisation. Donc, le coefficient de végétalisation qu'on a dans notre PLU 3.1, on n'a pas voulu qu'il se limite aux apports potentiels en termes de biodiversité, mais il prend également en compte les apports en termes de régulation thermique et de perméabilité des sols. C'est d'ailleurs pour ça qu'au regard de ces différents services rendus,
on parle plutôt de coefficient de végétalisation dans notre PLU et pas de coefficient de biodiversité ou de biotope. C'est vraiment pour prendre en compte ces différents aspects. Par exemple, on va voir qu'un sol avec une structure alvéolaire engazonnée, elle a peu d'impact au niveau de la biodiversité, mais présente un intérêt pour la perméabilité des sols. Et non, oui, elle présente un intérêt pour la perméabilité des sols. Excusez-moi, je me mélange. Et elle a aussi de fait un effet sur la réduction des îlots de chaleur urbains et de qualité paysagère, hein. Donc, en plus, accessoirement, on est venu aussi l'imposer dans le règlement que 50% des aires de stationnement soient en sol semi-perméable. Et donc, pour le calcul du coefficient de végétalisation, pareil, on a pris en compte les toitures végétalisées extensives qui sont plutôt fines, bien qu'elles ne présentent pas d'intérêt au niveau de la biodiversité. Mais ce type de toiture, elle est intéressante au niveau de la régulation thermique. Donc, on a décliné ainsi différentes modalités auxquelles est associée une pondération au regard du service rendu. Donc, pour ce faire, on a déjà regardé ce qu'on avait déjà dans notre PLU sur ces petits secteurs où on en avait déjà des coefficients de végétalisation, mais c'était un peu daté. Donc, on a aussi croisé avec l'étude de Berlin qui est souvent reprise, avec des analyses aussi de plusieurs bureaux d'études qui travaillaient sur des sites de projets en particulier. Et puis en particulier aussi, on s'est appuyé sur l'étude qui a été menée par la ville de Bordeaux dans le cadre du label du bâtiment frugal bordelais, hein. Donc voilà, pour accentuer la présence de la nature en ville, on a donc dans notre PLU ce pourcentage minimum d'espace en pleine terre, planté, en continuité avec les autres espaces libres pour vraiment former une masse un peu dense. Le coefficient de végétalisation dont je viens vous parler. Ce coefficient de végétalisation, dans certains secteurs, on l'a couplé avec un principe de bonus de hauteur. Le fait est que si on fait plus d'espace en pleine terre ou plus de coefficient de végétalisation dans certains secteurs, on peut gagner un peu en hauteur. Ça va de l'attique à un étage. Si on prend l'exemple de la ville de Bordeaux, donc hors site patrimonial, hein, si on fait 10% en plus d'espace en pleine terre ou de coefficient de végétalisation, alors on peut, la hauteur qui est prescrite dans le règlement est augmentée de 3 mètres, à savoir un étage maximum. Donc, comme outil aussi qu'on peut citer pour développer la nature en ville, on a bien sûr les emplacements réservés, les servitudes de localisation pour espaces verts. On peut aussi inscrire des obligations de constituer des bases boisées. Alors nous, on l'appelle plantation à réaliser, mais bon, des fois, on a parfois chacun notre jargon un peu dans nos PLU. Donc, ça peut permettre d'assurer certaines transitions ou reconstituer des lisières. Et puis, on vient imposer aussi que les aires de stationnement soient plantées à raison d'un arbre toutes les 3 places, à défaut qu'elles soient couvertes, sauf si elles sont couvertes par des ombrières photovoltaïques. Mais surtout, voilà, pour s'assurer de la présence de la nature en ville, faut s'assurer que la végétation existante et ces espaces de nature existants soient bien préservés. Donc, c'est pour ça qu'on a un certain nombre de protections paysagères, écologiques. On vient protéger les parcs, on vient protéger les arbres, soit les masses boisées, soit des arbres isolés. Et puis aussi, on a une règle dans notre règlement écrit qui dispose qu'on peut venir s'implanter différemment si c'est pour venir préserver une masse végétale, un arbre ou des zones humides. Dans le sens où, si par exemple, les règles qu'on a dans notre PLU imposent qu'on vienne s'implanter à l'alignement par rapport à la voie et qu'on a un cèdre magnifique, eh bien, la construction va pouvoir venir s'implanter en recul, même si ce cèdre n'a pas été protégé dans le PLU, le pétitionnaire pourra venir s'implanter en recul pour venir protéger cet arbre.
Et comme vous le disiez tout à l'heure, effectivement, ces outils ils répondent finalement à plusieurs objectifs. Notre dernière modification du PLU là, en 2024 était vraiment très axée sur l'adaptation au changement climatique, renforcer la présence de la nature en ville. Mais dans les faits, le fait de venir planter, de s'assurer d'avoir des sols avec des arbres et aussi des constructions plus vertes, entre guillemets, bah, ça permet d'améliorer le cadre de vie. Ça participe au rafraîchissement de la ville. Ça participe aussi au maintien et même à la restauration d'une certaine biodiversité en ville, mais aussi au stockage carbone, le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, hein. Donc, dans l'étude qui a été menée par l'ADEME, en fait, il y a eu 3 scénarios qui ont été comparés. Donc, on a choisi d'abord une parcelle, hein, comme je vous disais tout à l'heure, et 3 scénarios ont été comparés. Donc, le premier scénario, c'était avec le PLU de 2006, où il était demandé 15% d'espace en pleine terre minimum. Le deuxième scénario, c'était avec les règles du PLU en 2016, avec 35% d'espace en pleine terre. Et le troisième scénario, c'était en 2024, avec les 5% en plus de coefficient de végétalisation. Et donc, pour l'exercice, la modalité retenue pour répondre aux exigences de ce coefficient de végétalisation a été une toiture végétalisée extensive avec une épaisseur de terre de 5 à 15%. On s'est dit aussi que c'était une des modalités. On n'est pas venu choisir une toiture plus épaisse parce qu'on savait qu'en termes de mise en œuvre, les pétitionnaires n'iraient pas forcément dessus. Donc c'est vrai qu'on est parti sur cette toiture végétalisée, entre guillemets, de base, la plus simple. Donc finalement, bah, l'étude a démontré que l'exigence d'espace en pleine terre permet bien de réduire les émissions de gaz à effet de serre, même si les résultats restent quand même tout à fait relatifs par rapport à d'autres mesures qui ont pu être étudiées. Mais effectivement, quelque part, on peut se dire que c'est un co-bénéfice. Et c'est vrai que, pour être honnête, ce n'était pas forcément le premier objectif recherché via notre coefficient de végétalisation ni les espaces en pleine terre. C'était plus l'amélioration du cadre de vie, la perméabilité des sols, le rafraîchissement de la ville et accessoirement, quand c'est possible en milieu urbain, le maintien de la biodiversité. Mais ce que j'ai trouvé intéressant dans la conclusion de l'étude, c'est que bah, le gain carbone ne vient pas tant de la séquestration carbone dans les sols et la végétation, mais vient surtout en fait des économies d'énergie permises, en particulier par la réduction du besoin de rafraîchissement l'été, hein. Et ce qui m'a un peu interpellée, pas interpellée, mais je ne pensais pas que ce serait aussi intéressant une toiture végétalisée extensive, c'est que quand on regarde les résultats de l'analyse, en fait, un tiers des gains qui sont relevés entre le scénario de 2006 et le scénario de 2024 est lié à la présence de la toiture végétalisée, à ce coefficient de végétalisation qu'on a ajouté en 2024. Donc, ça vient vraiment montrer que bah, cette mesure, effectivement, c'est pas très intéressant en termes de biodiversité, c'est pas planté, ça améliore un peu le cadre de vie, mais pas tant que ça parce que c'est pas très visible. Mais ça a un véritable intérêt pour limiter l'échauffement des surfaces et je trouve que ça vient bien compléter les bénéfices liés aux espaces en pleine terre, hein. Donc voilà, j'ai terminé ma présentation. Merci beaucoup, Céline Kardach-Dumet. Du coup, je reprécise, je ne vous ai pas présenté. Vous êtes donc urbaniste, architecte DPLG au service planification urbaine de Bordeaux Métropole. Peut-être pour qu'on ait un ordre d'idée, vous dites que le gain est limité. Pour qu'on compare par rapport à ce qui a été présenté à Lille, à combien s'élève le gain? Alors c'était 0,6. Attendez, 0,6 kilos, mais par parcelle et par an, et pas par habitant.
Mais il est que de 0,4 en fait dans le scénario sans prendre en compte le coefficient de végétalisation. Donc le fait d'augmenter de 20% l'espace en pleine terre, parce que c'était 15% en 2006 et 35% en 2016, donc d'augmenter de 20% l'espace en pleine terre, ça fait un gain de 0,4. Mais de venir ajouter le coefficient de végétalisation qui est que de 5%, en fait, ça permet d'atteindre 0,6. Donc assez limité quand même pour être honnête. Et est-ce que dans le PLU 3.1, vous avez d'autres exemples de mesures bas carbone? Parce que voilà, celle-ci, c'est celle qui a été choisie pour l'étude de l'ADEME, mais j'imagine que vous avez une palette peut-être plus large de mesures bas carbone dont vous pourriez nous parler, Oui, inscrites dans alors ce PLU. pas forcément effectivement non plus identifié directement bas carbone, mais qui y participe parce que quand on voit que là, bah, finalement, les gains, c'est lié aux économies d'énergie et au rafraîchissement, bah, par exemple, au niveau des matériaux, on demande à ce que les matériaux biosourcés ou de réemploi soient privilégiés. Alors, on ne vient pas les imposer parce que c'est dans le règlement écrit, donc c'est opposable, mais on incite fortement à leur mise en œuvre. Et puis, depuis quelques années, on demande aussi à ce qu'il y ait des matériaux clairs et réfléchissant à la lumière pour éviter la surchauffe l'été. Et là, lors de la dernière modification, si on est toujours sur les économies d'énergie, tout comme on peut venir s'implanter différemment pour protéger des masses boisées, désormais, on peut aussi venir s'implanter différemment si c'est pour mettre en œuvre une construction bioclimatique et profiter au maximum des apports du climat. De même, on impose aussi des protections solaires d'est en ouest depuis l'année dernière, parce que c'est pas toujours une évidence pour les porteurs de projets, c'est pas toujours pensé en amont. Et on demande aussi, par exemple, que les logements aient une double orientation pour favoriser la circulation La de l'air ventilation. et le rafraîchissement nocturne. Donc ça, c'est au niveau du rafraîchissement. Après, on a aussi des dispositions pour inciter à d'autres formes d'énergie. Avec, vous parliez tout à l'heure d'un seuil à 1000 mètres carrés où ça pouvait être intéressant de venir imposer certaines choses. Nous, à partir de 1000 mètres carrés de surface de plancher, on demande à ce qu'il y ait de la production d'énergie renouvelable à défaut d'un système de végétalisation performant. Donc, on a quelques autres exemples, mais au niveau du stationnement en vélo aussi, prendre en compte les vélos cargo, par exemple, les vélos un peu spéciaux pour inciter au mode doux, baisser le nombre de places de stationnement. Sur Bordeaux, à la dernière modification, le nombre de places de stationnement a nettement baissé, stationnement auto, je veux dire, a nettement baissé. Et en parallèle, on est venu augmenter la surface demandée pour le stationnement des vélos, hein. Merci en tout cas, Céline Cardage du Maître, pour cette présentation et ce retour d'expérience. Je vous propose de poursuivre donc notre webinaire avec Roxane Joly, à présent donc chef de projet Planif Territoire à la DGLN et à la DHUP, pardon, qui va donc nous présenter un peu le rôle de ce réseau et ce qu'on y fait. Roxane, je vous laisse du coup reprendre la main sur le diaporama. Oui, bonjour à tous. Alors, je partage, vous allez me dire si c'est bon. Alors, attendez, j'enlève ça. Normalement, ça devrait être bon. Oui, c'est bon. C'est tout bon? Eh bien, c'est parti. Donc, bonjour à tous. Effectivement, comme l'a dit Inès, pour ma part, je vais plus spécifiquement parler du réseau Planif Territoire. Mais avant d'en arriver à ce réseau Planif Territoire, ce que je vais faire par rapport aux présentations précédentes, que ce soit celle de l'étude ou des retours d'expérience de Lille, de Lille, enfin des métropoles de Lille et de Bordeaux, c'est faire un pas de côté, être finalement un peu moins concrète pour espérer être quand même concrète à la fin. Donc, je vais d'abord revenir sur pourquoi maintenant il est hyper important de développer des synergies. Et puis après, j'essaierai par l'exemple de Planif Territoire de montrer comment on peut réinventer ou faire évoluer l'exercice de planification pour répondre à nos enjeux de transition écologique. Voilà, ça marche pas, là ça marche.
Donc, depuis tout à l'heure, finalement, on parle de planification écologique au sens large, hein, quasiment de planification écologique au sens de celle qui est portée par le secrétariat général à la planification écologique et qui recouvre différentes politiques sectorielles. Mais le premier message que je voulais faire passer, c'est que il n'y a pas dans l'absolu de hiérarchisation entre la planification écologique et les planifications sectorielles qu'on pourrait avoir instinctivement envie de mettre en dessous, que l'idée, c'est davantage d'articuler tout ça, même si, bien sûr, en local, il peut y avoir des priorisations entre certaines politiques publiques par rapport à d'autres, par rapport aux enjeux, justement, et aux contextes locaux. Donc, il s'agit de faire dialoguer dans un processus itératif et en donnant de la cohérence à l'ensemble toutes les questions de mobilité, d'habitat, d'environnement, de biodiversité, d'économie circulaire, d'agriculture, d'énergie, et j'en oublie certainement. Finalement, c'est tout ce qui constitue le cadre de vie quotidien et qui prépare celui de demain. Bon, on est tous d'accord, je pense, pour dire que ce n'est pas une mince affaire de s'attaquer à ce défi. Et à l'échelle locale, ça l'est encore moins, puisque territorialiser les politiques nationales, ça doit aussi s'articuler avec les enjeux locaux, alors toujours pour poursuivre nos objectifs communs, que ce soit à l'échelle nationale ou locale, qui sont d'adapter les territoires au changement climatique, de contribuer avec des mesures locales à l'atténuation du changement climatique, de manière à mettre sa pierre à l'édifice des actions nationales, voire mondiales. Et tout ça en créant des aménagements respectueux du cadre de vie et des écosystèmes, ou autrement dit, en inventant ou en faisant évoluer nos modèles d'aménagement pour s'inscrire justement dans ces grands objectifs. Et les collectivités territoriales, qui sont au plus proche des populations, au plus proche des enjeux locaux, elles sont bien sûr au cœur des transitions, elles sont un maillon essentiel pour la mise en œuvre de ces politiques publiques sectorielles. Et les deux exemples précédents, je trouve, en font vraiment en font la parfaite illustration, chacune avec une approche différente, que ce soit sur la mixité fonctionnelle pour la métropole européenne de Lille, ou plus par les questions d'espaces naturels, agricoles, de végétation par Bordeaux Métropole. Voilà, ce sont des approches spécifiques qui correspondent aux enjeux locaux, aux envies locales aussi peut-être, et aux visions locales, mais qui se mettent toutes dans cet objectif général d'adapter les territoires au changement climatique et de créer le cadre de vie de demain. Donc là, tout ce que je viens de dire, si je reste tout petit peu encore là, ça reste très consensuel et très général. Ce que je voulais faire avec la diapo suivante, c'est illustrer ces questions de nécessité de développer de nouvelles synergies et de s'adapter à cette complexité au travers de mon prisme, qui est celui de la planification urbaine et rurale, puisque même si là, on a eu deux exemples assez urbains, l'étude de l'ADEME ne manque pas d'avoir des exemples beaucoup plus ruraux. Et moi, quand je parle de planification urbaine par abus de langage, j'entends aussi évidemment les territoires ruraux. Donc cette diapo, elle vise simplement à mettre en évidence, je ne vais pas faire un cours de droit, loin de là, j'en serais incapable, mais de faire un bref retour historique sur les évolutions qu'il y a eu en planification urbaine en particulier. Donc depuis la création des plans d'occupation des sols en 67, qui était à l'initiative de l'État, avec un État faiseur, et qui était là pour organiser finalement la construction, et je dirais pas l'étalement urbain, non seulement ce serait anachronique et ce serait porter un jugement sur nos prédécesseurs, mais voilà, on n'était pas du tout dans une logique de sobriété foncière à cette époque-là, et c'était le contexte de l'époque qui le justifiait, bien sûr. Et à partir des années 2000, avec la loi SRU, on a commencé à parler de refaire la ville sur la ville et d'adapter les documents de planification à cet enjeu de sobriété foncière, même si on n'utilisait pas ce vocable-là tout à fait à l'époque. Et entre ces deux dates fondatrices et importantes en matière d'approche de la planification urbaine, il y a eu les lois de décentralisation avec le transfert de la compétence urbanisme aux collectivités, donc d'abord aux communes et puis après aussi aux intercommunalités un peu plus tard. Mais on voit bien qu'en parallèle de ce changement de manière de faire de la planification, il y a eu aussi finalement ce transfert de compétences. L'État faiseur est devenu accompagnateur et les collectivités ont été mises sur le devant de la scène.
Ensuite, depuis 2010, en plus de l'inflation de lois, qu'on voit bien le rythme des lois beaucoup plus intense que ce qu'il y avait eu entre 67 et 2000, on a eu aussi de plus en plus d'enjeux à prendre en compte dans nos documents de planification, hein, notamment environnementaux avec les lois Grenelle. Et par la suite aussi, jusqu'à maintenant, hein, jusqu'à 2025, un renforcement de la transversalité des différentes politiques publiques sectorielles. Et l'exemple phare de ce renforcement de la transversalité, c'est finalement la loi climat et résilience qui fait référence à toutes les politiques sectorielles que j'ai mentionnées en début de présentation, ce qui n'était pas le cas de la loi SRU en 2000, qui était largement plus centrée sur les questions d'habitat et d'urbanisme. Donc, en résumé, en parallèle du transfert de compétences de l'État vers les collectivités locales, on a eu une augmentation de la complexité des enjeux et de leur transversalité, ce qui met les collectivités évidemment dans une position pas du tout facile et pas du tout évidente. La posture de l'État, elle, a changé également, évidemment, puisque comme je l'ai dit, même si on a gardé une casquette avec des missions régaliennes de contrôle sur tous ces sujets, finalement, on est beaucoup État accompagnateur, ce qui a entraîné la nécessité de revoir nos modalités d'action pour accompagner au mieux les territoires dans leur transition, et donc d'aider à développer les synergies et de faire évoluer l'exercice de planification. Donc, une réponse à ces enjeux, c'est le réseau Planif Territoire, qui finalement est actif sous son ancien nom de Club PLUI depuis 2013 et qui a évolué, qui a subi une refonte en 2022. Mais c'est un réseau qui est au service des collectivités et qui, comme son slogan l'indique, hein, vise à imaginer ensemble nos territoires de demain. 3 grands objectifs: fédérer et favoriser la coopération entre les professionnels en charge des PLUI et des SCOT et les autres acteurs de la planification, faciliter les échanges entre pairs et promouvoir les bonnes pratiques. Et ce qui nous guide au quotidien, c'est la réaffirmation des grands enjeux de planification et de mise en œuvre des transitions, de poursuivre le développement des planifications intercommunales, puisque c'est une échelle qui se prête beaucoup plus aux enjeux actuels que celles plus à l'échelle des communes, même si on peut avoir des réponses très pertinentes à l'échelle des communes. Et ça, on essaie le but du réseau, c'est de le faire en facilitant les interactions entre les différentes échelles du territoire et les différents acteurs, et bien sûr d'outiller les collectivités et les services de l'État qui les accompagnent au quotidien et qui sont très demandeurs également d'outiller les collectivités et les services de l'État dans le suivi des documents de planification et d'encourager leur interaction avec les autres documents de planification sectoriels. En termes de copilotage, le réseau, il est bien évidemment porté par les ministères de la transition écologique et de l'aménagement du territoire, mais il est copiloté avec des acteurs politiques et techniques qui représentent toutes les échelles de la planification. Donc, sur la première ligne de logo, vous voyez les membres du comité de pilotage, au sein desquels on retrouve l'AMF, la Fédération des SCOT, France Urbaine, Intercommunalité de France, par rapport plus au portage des SCOT et des PLUI, mais on a aussi les agences d'urbanisme, le CEREMA et le CNFPT, qui en matière d'ingénierie et de formation ont un rôle absolument essentiel au sein des territoires. Mais on travaille également avec des partenaires plus thématiques. Et évidemment, l'ADEME, c'est à ce titre que je suis là aujourd'hui, en est un particulier en ce qui concerne les questions de transition bas carbone. Donc voilà, tout ça pour dire qu'on travaille avec différents partenaires, différents acteurs pour apporter les réponses les plus pertinentes à nos objectifs. Et si vous voulez en savoir plus, il suffit de taper Planif Territoire dans votre moteur de recherche. Normalement, le site arrive assez rapidement dans les réponses. Mais voilà, il y a un site internet où vous pouvez retrouver plus de détails sur le réseau. Le réseau, en plus des membres des membres du comité de pilotage et des partenaires que j'ai évoqués, c'est plus de 2000 membres de tous horizons de la planification. Donc sur le donut que vous voyez
la répartition entre ces différents acteurs. Donc, on a plus d'un tiers de collectivités territoriales et de SCOT, heureusement, hein, puisque c'est quand même les collectivités qu'on souhaite outiller en matière de planification. On a bien évidemment les services de l'État qui ont une part non négligeable, et dans ces services de l'État, une majorité de services déconcentrés qui sont au quotidien aux côtés des collectivités pour l'élaboration de SCOT et de PLUI. Et puis, on a aussi les représentants de l'ingénierie publique, de l'ingénierie privée et d'autres acteurs plus anecdotiques, mais non moins importants. On a des universitaires, on a des associations de protection de l'environnement. Voilà, j'en passe, mais c'est tout ça pour dire que c'est très, très varié. Et l'ensemble de ces membres sont destinataires de nos actualités, hein, des lettres info, des brefs du réseau par mail. Ils sont invités à notre événement annuel de fin d'année, aux rencontres nationales annuelles du réseau qui ont lieu début décembre. Et sur la base du volontariat ou de nos sollicitations, quand on identifie certains acteurs clés par rapport à une thématique ou à un sujet qu'on souhaite creuser, participation à des ateliers ou des groupes de travail, et évidemment partage des expériences sous différents formats, que ce soit via des webinaires, via des fiches qui sont publiées sur le site internet ou des témoignages lors des rencontres nationales. Et très important, depuis le début, je parle du réseau national, mais nous avons des déclinaisons locales avec les réseaux locaux planif territoire qui sont animés par les services de l'État en local et les partenaires locaux qui déploient eux aussi ce type d'activités correspondant aux enjeux et aux demandes au niveau territorial. On a deux grands axes de travail au niveau national. Je vais passer assez vite dessus pour laisser la place aux questions, mais n'hésitez pas à poser des questions ou à aller voir sur le site internet si vous voulez en savoir plus. Donc le premier, il s'intéresse davantage plutôt à des questions de méthode, de posture, de dynamique partenariale et de rôle des acteurs de la planification. Et à titre d'exemple, vous voyez là le petit schéma avec les 5 facettes de l'élu planificateur. C'est le résultat d'un cycle de 3 ateliers qui ont été faits avec une douzaine d'élus volontaires et engagés en matière de planification, qui ont réfléchi sur l'évolution du rôle de l'élu en matière de planification à l'heure de tous les enjeux qu'on évoque depuis le début de ce webinaire. Donc ça, c'est un axe plutôt méthode, plutôt posture, plutôt développement des dynamiques partenariales. Mais on a un axe davantage climatique qui, je vous l'accorde, peut paraître très large, mais a raison, étant donné la transversalité des sujets et des enjeux, qui a trait au changement climatique et planification pour des territoires engagés et résilients. Et au sein de cet axe, on développe des travaux sur les modèles d'aménagement désirables et sur les enjeux de renaturation. On a traité aussi des questions de densité, de qualité des sols et de biodiversité, tout ça évidemment avec nos partenaires et les membres du réseau que j'ai mentionné précédemment. Et plus spécifiquement, par rapport au sujet d'aujourd'hui, on développe aussi des réflexions sur l'articulation de ces enjeux avec les politiques de décarbonation et de développement des énergies renouvelables. Quelques ressources à retrouver sur le site Planif Territoire. Donc, sur ce site, vous pouvez retrouver des documents, des webinaires, des redirections vers les ressources des partenaires ou les sites des partenaires. Par exemple, au hasard, les publications de l'ADEME en matière de transition bas carbone. Vous retrouvez également les replays de nos événements nationaux, donc par exemple le webinaire que nous avions fait sur les questions de densité, ou des extraits de nos rencontres nationales. Par rapport à ces extraits de rencontres nationales, peut-être ce qui a souligné en lien avec aujourd'hui, ce sont les mini-conférences de l'année dernière, l'une portée par la FEDESCOT sur la stratégie écologique territoriale et leur étude renaturée avec témoignages associés du SCOT du bassin d'Arcachon. Mais il y avait eu aussi la présentation d'une étude réalisée par nos partenaires CEREMA et OFB sur les coefficients de biotope par surface et les coefficients de pleine terre. Étude qui, si vous ne la connaissez pas, je vous engage à aller la voir parce que, en plus d'être très intéressante et de donner des cadres dans un contexte où tout n'est pas codifié dans le code de l'urbanisme, est très agréable à lire car illustrée de manière très pédagogique et très parlante avec tout un tas de schémas. On avait aussi, par exemple,
la mini-conférence de Toulouse Métropole. Donc, pour ceux qui ne l'auraient pas en tête, c'est un des PLUI qui a été partiellement annulé en 2021 de mémoire. Donc, cette présentation était particulièrement intéressante en termes de posture et d'objectifs que se donnait la métropole pour prendre le cap de cette transition bas carbone dans un contexte d'annulation du PLUI qui n'était pas facile à vivre. Et à piloter. Donc voilà, n'hésitez pas à aller revoir ces interventions via notre site internet. Et en résumé, j'espère que ça transparaissait dans mes propos. L'esprit du réseau, c'est le suivant, et ce sont des illustrations issues de nos dernières rencontres nationales donc faites par Bicom Studio, voilà, qui vous ont permis peut-être tout au long de la présentation de voir l'esprit du réseau. Ce que nous portons, nous, tous ensemble, copilotes, partenaires et membres, c'est de travailler ensemble, de discuter, d'actualiser et d'inventer et de toujours faire ce processus itératif pour ne pas perdre le fil. Et justement, le fil, c'est de garder tous en tête qu'on soit représentant de l'État, de l'ingénierie publique, de l'ingénierie privée, des collectivités locales, tous les acteurs de la planification. Ce qui nous guide, c'est de travailler pour l'intérêt général, et c'est dans cet esprit qu'on construit nos travaux et qu'on essaye de répondre aux besoins et aux enjeux des collectivités. Donc, si ça vous intéresse, je fais ma petite pub, de suivre nos actualités, voire de participer de manière un peu plus conséquente à ce qu'on fait, n'hésitez pas à vous inscrire sur le site. Je remettrai le lien dans la conversation, dans le chat. C'est juste un petit questionnaire à remplir et vous serez destinataire de nos actualités. Je vous remercie pour votre attention et du coup, j'écoute si Inès a des questions. Merci beaucoup, je les prends avec plaisir. Voilà. Merci beaucoup, Roxane Joly, pour ce propos qui donne effectivement à voir un peu la vision côté ministère, et puis le changement aussi de paradigme, on l'a vu au fil des années, pour passer donc d'une vision d'État faiseur à une vision d'État accompagnateur, avec notamment voilà, la coordination de ce réseau à l'échelle nationale et à l'échelle locale. Peut-être juste revenir sur ce qu'on a entendu, vous faire réagir aux propos précédents. Est-ce que finalement, voilà, aussi bien les cas qui ont été étudiés dans l'étude, que voilà, plus précisément les 2 retours d'expérience qu'on a vus plus en profondeur, est-ce que finalement ça rejoint les bonnes pratiques que vous pouvez voir passer et que vous étudiez dans le cadre de ce réseau, ou est-ce que voilà, vous avez d'autres remarques à apporter, d'autres types d'expériences? Alors vous avez évoqué le cas d'Arcachon, le cas de Toulouse sur des conférences qui ont été menées récemment, mais peut-être voilà, nous partager d'autres retours d'expérience, si vous en avez, qui viennent un peu compléter ce qu'on vient d'entendre. Oui, complètement. Évidemment, les idées et certaines des mesures qui ont été présentées sont aussi des pistes explorées par d'autres territoires, mais ce que je trouve le plus intéressant en fait avec les 2 retours d'expérience précédents, c'est qu'ils illustrent vraiment le fait que la transition bas carbone, c'est pas quelque chose qu'on fait en silo. On se dit on fait ça et puis on va compter, enfin je caricature, hein, mais c'est vraiment pas quelque chose qui se détache de tout ce qu'on pourrait faire par ailleurs. C'est un fil qu'on peut tirer avec d'autres fils pour construire un projet de territoire cohérent qui a du sens pour les élus qui le portent, pour les techniciens qui le construisent, pour les habitants qui vivent sur ce territoire. Et c'est vraiment ça qui est important, puisque on a des sujets très complexes, on a des politiques publiques qui le sont tout autant, qui doivent se répondre, qui parfois frottent un petit peu entre elles, sur lesquelles il faut arbitrer au niveau local. Voilà, on a tout ça, et les 2 exemples précédents montrent qu'à partir du moment où on se donne un projet, qu'on se donne un chemin, on arrive à répondre à ces enjeux-là, alors de manière différente d'un territoire à l'autre, en priorisant différemment les politiques publiques qu'on territorialise par rapport à d'autres, mais tout ça fait sens. Donc c'est ça qui me paraît très intéressant. Et nous, au titre du réseau, ce qui pourrait alimenter, qui n'a pas été cité ici directement, mais qui est en lien, on a travaillé cette année plutôt sur les approches paysages, avec une
une alternante qui est avec nous depuis 1 an, une alternante Sciences Po, mais qui est aussi ingénieure en paysage et qui a notamment fait des fiches pour voir comment, enfin, pour faire rendre compte de retours d'expérience de territoires Scott et PLUI qui se saisissent de cet enjeu paysage-là pour faire de la planification autrement et répondre à tous les enjeux qu'on cite depuis le début. Donc là, bon, je vous mets l'eau à la bouche, elles ne sont pas encore sur le site, elles le seront bientôt, mais voilà, c'est un exemple que je pourrais citer avec des trames vertes et bleues agri-paysagères, avec une approche par les cônes de vue, les points de vue, enfin voilà. Et alors, c'est vrai que là, les cas qu'on a présentés aujourd'hui étaient très métropolitains, avec du coup voilà, des collectivités qui ont des services très robustes, très outillés, qui ont toute l'ingénierie territoriale en interne. Est-ce que vous, dans votre réseau, vous avez aussi des exemples de collectivités voilà, volontaires, plus dans des territoires peut-être plus périurbains, plus ruraux, qui se saisissent de ces questions et voilà, qui cherchent à monter en compétence sur ces sujets de planification bas carbone. Enfin voilà, pour dire que finalement tout le monde aussi peut s'emparer de ces sujets-là, ou est-ce qu'il y a vraiment effectivement un frein lié à la taille de la collectivité, à l'échelle du territoire? Et je pense que le frein, il est plus dans la confiance que peut-être les petites communes ont en leur capacité de faire qu'autre chose. Car oui, on a des exemples. Alors là, je ne saurais pas vous en citer comme ça directement, mais les réseaux locaux pourraient le faire. Je ne sais pas si on a dans la salle, tu pourrais le mettre dans le chat, mais voilà, il y en a, mais souvent, c'est plutôt un frein qu'on s'impose en se disant, voilà, ben ça, oui, une métropole, elle peut le faire car elle a les moyens, mais nous, on est coincés. Or, il y a des choses toutes simples qui sont valables tout de suite. Voilà, prévoir dans son PLU de désimperméabiliser une partie de ses aménagements, c'est relativement simple à prévoir, à envisager. Après, il y a la mise en œuvre avec les porteurs de projets pour accompagner tout ça, mais ce ne sont pas des choses très engageantes de prime abord. Il y a des choses qui peuvent être très complexes, mais il y en a d'autres qui sont plus abordables. Et ce que je tiens à souligner, et qui a encore une fois été illustré par les 2 exemples précédents, c'est que on n'a pas 20 sur 20 tout de suite. Là, les 2 exemples qui ont été montrés, Céline et Alice ont bien dit que c'était une culture locale qui datait, voilà, on en était au PLU 3.1 pour Bordeaux. On avait déjà un poste, d'un document intercommunal pour Lille. C'est quelque chose qui se construit au fil de temps. Donc voilà, un peu la politique des petits pas, on commence et on va toujours de plus en plus loin euh, en s'appuyant sur les retours d'expérience des autres et sur les outils qui sont mis à disposition au fur et à mesure par les différents acteurs de la planification. Merci beaucoup en tout cas pour cette présentation. Roxane, peut-être qu'on reviendra avec d'autres questions, mais je voudrais surtout laisser la parole aux participants et aux participantes, puisque donc on a un certain nombre de questions qui vous sont adressées aux uns et aux autres. On va peut-être commencer par ordre de passage. On a une première question à destination de Marie Le Goff. Dans l'étude, avez-vous croisé les mesures avec leurs coûts pour avoir des mesures hiérarchisées sur une matrice effort-gain? Oui, merci pour cette question. Alors, concernant les coûts, ça fait partie des éléments qu'on a analysés dans la partie qualitative en échangeant avec les collectivités, etc. Donc, ces éléments qu'on a pu recueillir, ils sont restitués dans les fiches dédiées aux mesures, à la fois sur des coûts liés à l'élaboration du document. Est-ce qu'il a fallu passer par un bureau d'études externe très expert, par exemple, ou est-ce que ça a été fait en interne, voilà. Mais aussi les coûts pour le porteur de projet pour pouvoir respecter cette mesure et aussi les coûts nécessaires pour l'instruction des projets, la vérification de l'application de la mesure. Comme les fiches sont assez synthétiques, tous les points ne sont pas forcément détaillés. On les a intégrés dans la fiche quand c'était vraiment un élément marquant. Par exemple, j'ai en tête là l'exemple d'Est Ensemble avec l'ambition
d'avoir des rénovations énergétiques très, très importantes qui ont bien sûr du coup un coût pour les ménages, où là, la façon, enfin, on a mis des éléments sur comment la collectivité a pris en compte ce coût en justement développant aussi des aides financières en plus de celles de l'État concernant la rénovation et en limitant les obligations à quand même certains projets. Donc voilà, il n'y a pas de matrice qui hiérarchise les mesures entre elles, mais plutôt pour chaque mesure, ça fait partie des éléments qu'on a analysés concernant les points de vigilance, conditions de réussite, etc. Merci Marie pour ce retour. On a une autre question de Virginie Herzog, chargée d'études à l'AUTB, à destination de Céline. Comment est assuré le suivi des espaces de pleine terre? Le suivi au moment du PC est facile, mais quid des évolutions des constructions, même sans déclaration, de type de création de cours, de terrasses, etc. C'est le souci qu'on peut avoir, mais sur tous les travaux, effectivement. On regarde la conformité au PLU au moment de l'instruction, au moment du contrôle de conformité, mais après, on n'a pas la maîtrise. Alors, on essaie au fil des procédures de mieux cadrer, mais effectivement, s'il y a des travaux illégaux, après, ça passe par le PV ou ce genre de choses. Après, on a essayé quand même de venir contrer certaines failles, entre guillemets, parce que, par exemple, l'espace en pleine terre planté, on l'a depuis quelques années. Et par exemple, on s'est rendu compte que bah, des fois, il y avait des arbres qui étaient préservés dans le cadre du permis de construire, mais qu'il était mis trop proche de la construction. Et finalement, l'arbre venait à mourir peu de temps après les travaux. Donc là, lors de la dernière modification, on a demandé à ce qu'il y ait une distance minimale entre les arbres existants et la nouvelle construction. Et tout comme les arbres qu'on dit qui vont être plantés, ils doivent être mis à distance des constructions pour s'assurer que le système racinaire puisse bien se développer. Donc, on essaie au fil des procédures de contrer justement les défauts qu'on voit sur le plus long terme, mais il y a des choses dont on n'a pas la maîtrise au niveau du PLU. Une autre question qui vous est adressée, Céline, de Simon Le Breton, chargé d'urbanisme planificateur, qui demande quelle est votre définition d'espace de pleine terre? Alors, notre espace de pleine terre, il doit être perméable, n'avoir aucun aménagement et être planté, ou le projet doit prévoir qu'il est planté. Voilà, avec un ratio d'arbres qui correspond à la surface de pleine terre. Il est calculé par rapport à la surface de la parcelle. Quand on dit 35% d'espace en pleine terre, c'est 35% de la surface de la parcelle. Et en fonction des tissus aussi, on a des cercles. On demande à ce que l'espace en pleine terre soit, par exemple, au moins sur un cercle de 10 mètres de diamètre pour s'assurer qu'il soit d'une forme suffisamment généreuse pour accueillir des plantations et que ce soit pas la petite bande, si on part dans la caricature, qui fasse le tour du pavillon. Donc, pour que ces espaces aient un véritable usage et qu'ils puissent être réellement plantés, mais aucune construction sont autorisées. Là, à la dernière modification, on a ajouté le fait qu'on pouvait mettre pardon, excusez-moi, je cherche mes mots, les dispositions de géothermie horizontale de surface dans les espaces en pleine terre. C'est le seul aménagement qu'on autorise et c'est depuis la dernière modification. C'était pour pas freiner ce type de projet, même si on n'en a pas beaucoup. Mais on est souvent dans l'objectif de ne pas empêcher de faire, comme disait Marie, pas Marie, excusez-moi, notre collègue tout à l'heure, Alice. Alice, voilà, merci. L'objectif, c'est de permettre déjà, de ne pas empêcher, de ne pas bloquer, comme ça pouvait être le cas pour la mixité fonctionnelle. Nous, on a essayé un peu de déverrouiller. Donc, c'est pour ça que pour les dispositifs de géothermie, on les a permis dans les espaces en pleine terre.
Une autre question, alors à laquelle vous avez en partie répondu peut-être dans votre présentation, vous l'avez rapidement évoqué, de Naïma Mayou, ingénieure chargée de mission chez Archiskills. Quel est le rapport entre coefficient de végétalisation et celui de coefficient de biotope, et comment croiser ces deux données à l'échelle d'une opération, à l'échelle de la ville? Alors, on n'a pas de coefficient de biotope dans notre PLU, en fait. Donc, on n'a qu'un coefficient de végétalisation et qu'on instruit permis par permis parce que c'est dans le règlement écrit. Donc, on regarde la conformité du projet par rapport au coefficient de végétalisation. Et effectivement, j'ai Mais parlé peut-être du bien revenir sur coefficient le de... distinguo entre les Voilà. deux notions, peut-être. Effectivement, on n'a pas pris le coefficient de biotope comme référence et on l'a appelé coefficient de végétalisation parce que les systèmes de pondération qu'on a pu mettre en face des modalités possibles, toiture végétalisée, façade végétalisée, espace en pleine terre, ce genre de choses. La pondération, elle n'est pas liée que aux apports en termes de biodiversité ou de biotope. Ça peut être aussi par rapport uniquement à la perméabilité des sols ou uniquement par rapport à la régulation thermique que ça peut apporter. Donc, ça a été ce travail de croisement. Et par exemple, on aurait retenu l'entrée biotope, biodiversité. Il y a certaines modalités qu'on n'aurait pas mis, je pense, dans notre coefficient de végétalisation, comme la toiture qui a été prise en exemple dans l'étude de l'ADEME, qui fait 5 à 15% d'épaisseur, ou les pavés à joints enherbés pour les aires de stationnement ou les circulations. Je pense qu'on les aurait pas retenus pour répondre au coefficient de végétalisation. Et le fait d'avoir élargi, c'est aussi une mesure incitative, à mon sens. Si on veut faire de l'espace en pleine terre, on est conscient que dans les tissus les plus lâches, souvent le coefficient de végétalisation sera mis en œuvre via l'espace en pleine terre. Mais si on ne peut pas faire de l'espace en pleine terre, bah, la mesure incitative, bah, c'est de venir mieux isoler sa construction, par exemple. Merci beaucoup. Une remarque à destination de Roxane Joly. On nous demande, c'est Adeline Doyen du territoire des Crêtes préardennaises qui insiste pour avoir des exemples de territoires ruraux. Alors peut-être que vous pourrez lui répondre par écrit ultérieurement si vous ne les avez pas là sous la main. Mais en tout cas, voilà, ce sont des exemples qui intéressent. On va faire en sorte de les compiler, puis il y aura certainement un article sur le site internet pour relayer une petite compilation spécifique. Par contre, je ne peux pas encore vous donner de délai. De délai, voilà, le temps de les compiler. Une dernière question avant de peut-être donner la parole, le mot de la fin à Emmanuel Thibier. Laetitia Santoni, avocate en urbanisme et en aménagement, demande est-ce que le ministère envisage de revoir les outils législatifs et réglementaires à disposition des auteurs des PLU en vue de sécuriser les outils existants et ou en créer de nouveaux. Il y a tout un propos qui suit. Je vais le lire. Les règles qui sont intégrées dans les PLU, souvent ambitieuses, peuvent parfois excéder l'habilitation législative que le Code de l'urbanisme confère aux auteurs des PLU. On constate souvent que la légalité de certaines règles peut être fragile, trop ambitieuse ou non prévue dans l'habilitation législative, ou à l'opposé, que leur portée relève plus du guide de bonne pratique. De nombreuses OAP ne contiennent en réalité que des conseils et non de véritables règles opposables en compatibilité. De même, certaines règles ne peuvent être contrôlées au moment de l'instruction parce que les demandes de PC n'ont pas à contenir de justificatif de leur respect. Donc ça, c'est plutôt une question à destination de Roxane, si vous voulez vous lancer. Très gentille la question. Non, mais elle est tout à fait légitime. Elle est tout à fait légitime. Elle répond à ce qui se passe sur les territoires. Moi, c'est pas mon sujet mon sujet. Enfin, c'est pas mon domaine de compétence en tant que tel. Ce que je peux néanmoins dire, c'est qu'effectivement, on a, et c'est pas nouveau, on a des mouvements de simplification de l'urbanisme qui sont
un peu plus que dans les cartons, puisqu'il y a déjà des échanges au niveau de l'Assemblée nationale et du Sénat là-dessus. Il y a une proposition de loi de simplification de la vie économique. Je crois que c'est une PPL, j'ai un doute. Enfin voilà, en ce moment, il y a deux textes qui sont en discussion. Simplification de loi de la vie économique et simplification de l'urbanisme qui tentent en partie de répondre à ces questions-là. Je dis en partie parce que il me semble que c'est plus dans un esprit d'alléger la manière de faire la planification que de la renforcer, de la rendre plus résiliente face aux éventuels recours qu'il pourrait y avoir. Mais voilà, évidemment, c'est un sujet qui est abordé, mais je ne pourrais pas en dire beaucoup plus. Très bien. Et peut-être une toute dernière question avant de conclure, une question qui s'est rajoutée. Il y en a d'autres que j'ai un peu laissé filer, mais on vous répondra par écrit, ne vous inquiétez pas. Une question donc pour Céline, vous avez indiqué que le PLUI comportait une disposition concernant la double orientation des logements. Dans la mesure où c'est plutôt géré par le Code de la construction et de l'habitation, l'intégration de cette disposition dans le règlement ne fragilise-t-il pas le document? CF confère indépendance des législations. Oui. Alors pareil, je ne vais pas pouvoir répondre très précisément parce que ça dépasse un peu, je ne suis pas juriste, hein, mais tout ce que je peux dire, c'est que on demande à ce que ce soit privilégié, la double orientation. Donc c'est vrai que c'est dans le PLU, mais ce n'est pas imposé. Après, je pense qu'il y a d'autres choses dans les PLU qui doivent se recouper parfois avec le Code de l'environnement. Je pense que ça peut venir aussi, voilà, de l'écriture et comment on vient l'appliquer. Très bien. Bah, écoutez, je vous propose qu'on clôture, qu'on conclue notre webinaire. Je vais laisser la parole à Emmanuel Thibier pour le mot de la fin. Et puis, je ferai quelques annonces en suivant. Et puis voilà, pour qu'on puisse respecter le timing, on s'était fixé midi pour rappel. Voilà, Emmanuel, je vous laisse la parole. Oui, merci Inès. Ben, moi j'ai trouvé que c'était des échanges très intéressants, hein. Voilà, je trouve que les témoignages de Lille et de Bordeaux sont très inspirants. Alors les 8 autres qu'on n'a pas pu présenter aujourd'hui, les 8 autres écus sont aussi très inspirants. J'espère que ça va inspirer les autres collectivités territoriales, y compris les plus petites, vous avez dit les plus rurales. Euh, bon, voilà, j'espère que ça va être inspirant. On a dans l'annexe de l'étude aussi les 45 mesures qui ont été préanalysées. Donc, on n'a pas la quantification bas carbone, mais on a quand même des éléments intéressants qui sont peut-être moins urbaines, quoique. Mais bon, très intéressant. La transition écologique dans les territoires, pour moi, elle se fait aussi grâce à un urbanisme ambitieux, adapté pour la transition écologique. Chaque collectivité est différente. Donc, Marie Le Goff l'a rappelé, hein, il faut bien prendre en compte le contexte pour adapter. Et je pense que l'urbanisme est un véritable levier pour la transition bas carbone. Et ce que j'ai trouvé intéressant et passionnant, on l'a évoqué, c'est l'approche systémique de la transition écologique. Elle doit se faire dans les secteurs de la SNBC que j'ai évoqué, mais aussi et avec, si je puis dire, un urbanisme qui fait système. Les exemples présentés aujourd'hui, on a un ensemble de mesures, on s'est focalisé sur des mesures particulières, mais en fait, on l'a vu à Bordeaux et à Lille, mais on le voit aussi dans d'autres collectivités, c'est tout un ensemble de mesures dans le PLU qui est un bouquet de mesures qui fait sens et qui fait qu'on ne raisonne plus en silo, hein, comme le disait Roxane, mais qu'on a un projet de territoire qui est cohérent et qui, à mon sens, fait que la transition écologique doit être systémique et l'urbanisme et les documents de planification sont véritablement un moteur de cette transition écologique. Voilà ce que je voulais dire en conclusion. Et puis, remercier bien évidemment les intervenants et les participants pour leurs questions.
Et puis remercier encore Inès et toute son équipe. Voilà. Merci beaucoup, Emmanuel. Avant de nous quitter, juste vous dire que les replays seront disponibles en libre accès sur la page de Cadre de Ville. Les PowerPoint vous seront aussi transmis par mail, mais uniquement du coup aux personnes inscrites à ce webinaire. Et puis surtout, on vous donne rendez-vous, vous le voyez à l'écran, dès le 8 juillet prochain pour un nouveau webinaire consacré à la ville à hauteur d'enfants. Donc n'hésitez pas à noter cette date dans votre agenda si le sujet vous intéresse. Encore un webinaire organisé en partenariat avec l'ADEME. Voilà, moi aussi je remercie évidemment toutes nos intervenantes et intervenants pour ce riche échange et n'hésitez pas encore une fois à nous reposer des questions sur le chat si vous avez d'autres petites remarques. En tout cas, on prendra le temps de vous répondre. On a vos coordonnées. Donc, si on n'a pas pu prendre toutes vos questions là en direct aujourd'hui, on ne manquera pas de vous répondre par écrit ultérieurement. Voilà. Écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne fin de matinée et bon appétit puisque c'est l'heure d'aller déjeuner. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir, merci. Au revoir. Merci. Au revoir.